Ce matin, notre invité, Patrice Vergrit, qui est ministre délégué au logement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, encore maire de Dunkerque jusqu'à vendredi. Oui. Hein, Patrice Vergrit. Bien, le logement, dont on parle trop peu, le logement qui devient l'un des principaux sujets de discussion. Le logement, un tiers du budget des ménages. Le logement devient pour beaucoup inaccessible. La crise du logement est en train de se transformer en bombe sociale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Effectivement, aujourd'hui, le logement est en crise. C'est indéniable. La principale cause de cette crise aujourd'hui, évidemment, c'est la remontée des taux d'intérêt, assez brutale, assez violente, mais qui provoque aujourd'hui un décalage entre les prix, la capacité et le pouvoir d'achat des ménages aujourd'hui. Donc oui, il y a une crise du logement, c'est indéniable. Et effectivement, on est là pour essayer de l'amortir, amortir ce choc, j'ai envie de dire, de la hausse des taux d'intérêt. Alors il y a aussi le coût des matériaux. Il y a aussi parfois des maires qui ne donnent pas les permis de construire. Il y a d'autres causes. Je crois que la trop de normes, etc., etc. Problème sur le marché locatif. Je vais revenir sur tout ça, puisque vous abordez tout de suite le crédit. Eh bien, allons-y. Toutes les difficultés aujourd'hui rencontrées par les Françaises et les Français pour contracter un emprunt, allez-vous assouplir les conditions de crédit ? C'est un sujet complexe et je voudrais être précis sur la question. Il y a des règles prudentielles qui existent, vous le connaissez, 30% et 25 taux d'endettement. Voilà. Et 25 ans, 25 ans de durée de crédit. Voilà. Mais les banques ont une marge de 20%. Il y a 20% des crédits qui peuvent, en fait, ne pas correspondre à ces critères aujourd'hui. Sauf que derrière, il y a des sous-critères. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces 20%, il faut qu'il y ait 70% de primo-accédants. Avant, c'était même 80%. Et donc, une idée que j'ai proposée à Bruno Le Maire, pour qu'il puisse l'évoquer au Haut Conseil cet après-midi, c'est peut-être d'assouplir ces sous-critères et d'utiliser à fond ces 20% de marge. Il y a aujourd'hui des gens dont la situation permettrait effectivement d'avoir un crédit. Deuxième hypothèse. Donc, assouplissement des conditions de crédit. Non. C'est-à-dire que là... Mais non. Donc on ne touche pas aux 35%. On ne touche pas aux 35%. Et on ne touche pas aux 25 ans Pourquoi de durée. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas surendetter les catégories populaires, les classes moyennes aujourd'hui. Par contre, il y a 20% de marge des banques. Oui. Et il y a des situations particulières. Quelqu'un qui va hériter, par exemple, qui a un capital. Pourquoi on ne lui donnerait pas, effectivement, une dérogation par rapport à ces 35% ? C'est que les banques utilisent pleinement la marge de 20% qu'ils ont pour analyser au cas par cas des situations. Parce que je pense qu'il y a une situation sur 5 qui mérite de ne pas respecter le 35% et 25 ans. Donc, c'est pas déroger à la règle, mais aller jusqu'au bout dans les exceptions. Autre exemple sur le crédit. Oui. Aujourd'hui, on est sur les mêmes critères pour l'investissement locatif. Quand vous achetez pour louer, ce sont les mêmes critères. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez des recettes, vous avez des loyers. C'est un peu comme une entreprise, finalement, louer un logement. Et on est pourtant sur les mêmes critères. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des critères différents pour quelqu'un qui achète pour louer ? Si j'achète pour louer, c'est les mêmes j'ai critères. Des conditions de crédit meilleures. Non, justement. Aujourd'hui, c'est 35% et 25 ans. Oui, mais alors, je pourrais avoir des conditions de crédit meilleures. C'est ma proposition. Voilà. De meilleures conditions de crédit si j'achète pour louer. Parce que c'est comme une entreprise, finalement, acheter pour louer. C'est-à-dire que vous avez des recettes. Meilleures conditions de crédit si j'achète pour louer. Ce qui est logique, en prenant encore une fois au cas par cas la situation. Troisième exemple de ce qu'on pourrait faire, ça existe dans d'autres pays, c'est de dire, là c'est un peu plus complexe, mais ça pourrait permettre de résoudre une partie de la hausse des taux d'intérêt. Mais ce serait peut-être à moyen terme à discuter avec le Haut Conseil. C'est de dire, aujourd'hui vous pouvez acheter les murs avec un crédit sur 25 ans et 35%, mais acheter le foncier avec un prêt à durée illimitée. Vous ne remboursez que l'intérêt. Pourquoi ? Parce que finalement, le foncier se dévalorise rarement, en fait, sur un bien. Il existe, il y a des territoires qui connaissent la chute d'une entreprise, etc. Ça existe dans certains pays et ça permettrait de baisser, en fait, la mensualité de crédit. C'est une innovation qui serait assez Donc je ne serai limité dans le temps que sur les intérêts. Que pour le prêt foncier, sur le foncier. C'est-à-dire vous achetez les murs sur 25 ans et vous achetez le terrain, en fait, à durée limitée, vous vous remboursez quand vous vendez. Mais je rembourse quand je peux. Voilà. Et ça permettrait de baisser vos mensualités. C'est une originalité, une innovation. Je n'y crois pas à court terme, mais en tout cas, c'est des pistes qu'on peut explorer. Et je voudrais que le Haut Conseil regarde ça cet après-midi. J'en suis pas certain, mais c'est le message que je fais passer. Et Bruno Le Maire est d'accord avec mes propositions. Et Bruno Le Maire est d'accord, le gouvernement est d'accord. Donc, mais c'est pas nous qui décidons. Et le prêt à taux zéro, maintenu ? Bien sûr, alors il est recentré. Il est recentré, alors...
En France, il y a des situations différentes. Oui. Le marché du logement à Biarritz n'est pas celui à Paris, n'est pas celui à Vesoul. Bon. Et c'est vrai qu'il y a des territoires où il faut privilégier la construction, il y a des territoires où il faut privilégier la transformation de la vacance. Il y a beaucoup de logements vacances et il faut plutôt rénover. Donc l'idée, c'est de recentrer le prêt à taux zéro là où il y a de la construction pour le neuf et le prêt à taux zéro dans l'ancien, là où il faut plutôt rénover. Vous voyez, c'est distinguer déjà 2 catégories d'agglomération. Pour le neuf, on parle de la construction. Ça serait plutôt dans les zones tendues, dans les zones où il y a aujourd'hui... Donc prêt à taux zéro dans les zones tendues. Voilà, donc Paris, maintenu Bordeaux, dans les zones tendues. Bien sûr, maintenu. Et même la proposition que j'ai faite aujourd'hui et qui est analysée par le gouvernement, et nous verrons dans les arbitrages du projet de loi de finances, ce serait effectivement d'en améliorer le barème, d'en améliorer les critères, pour permettre à plus de gens d'en bénéficier avec de meilleures conditions. Donc un prêt à taux zéro revalorisé dans les zones tendues. C'est là qu'il faut qu'on construise en priorité sur le neuf. Sur le neuf, prêt à taux zéro revalorisé dans les zones tendues. Voilà, c'est en tout cas une piste sur laquelle on travaille très fortement aujourd'hui. Et par contre, dans les zones moins tendues, là, c'est plutôt privilégier l'ancien, la rénovation notamment. Donc prêt à taux zéro pour la rénovation. Dans les zones les zones moins tendues. Où il n'y a pas besoin de construction en priorité. J'ai compris. Combien de constructions neuves en 2023 en France? Il y en a à peu près 15 à 20%, 25%, 15% de moins que ce qui était prévu. C'est-à-dire, ça fera combien? C'est-à-dire, ça fera combien? Moins de 300 000? Je vais vous dire franchement, les choses, ça m'intéresse pas. Oui, non, mais moi, ça m'intéresse. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse, Patrice Vergrit. Non, mais ce qui m'intéresse... Ça prouve qu'on... Non, parce que à l'échelle nationale... Je vais vous dire pourquoi. À l'échelle nationale, en fait, quand on analyse ça, on va vous dire, comptez le nombre de ménages, comptez le nombre de logements, c'est bon, il y a assez de logements par rapport au nombre de ménages. Ouais, mais c'est pas là où il faut. Non mais, c'est-à-dire, mais c'est important. J'ai compris la nuance. C'est important. Donc la question, c'est territoire par territoire, combien il faut construire. Et donc on a des chiffres territoire par territoire. Il y a des territoires où ça ne construit pas assez. Par exemple, l'Île-de-France. L'Île-de-France est très en retard sur la production. Très, très en retard. C'est même pas moins 15%. C'est beaucoup plus qu'il faudrait aujourd'hui. Et il y a des territoires où il ne faut pas construire. Donc moi, j'ai plus envie de cette approche nationale, de la construction de logements. Il faut maintenant qu'on ait une approche territorialisée. Et d'ailleurs, j'irai dans ce sens-là. Dans les mois qui viennent, j'irai plutôt vers des conventions territorialisées sur les territoires. C'est là qu'il faut aller. Et territoire par territoire, analyser là où il faut rénover en priorité, là où il faut construire en priorité, avec des chiffres. Bon, alors, et donc les chiffres, je vous les donnerai, mais territoire par territoire. Alors, mais Patrice Vergrit, le chiffre, vous me l'avez donné, 15% de construction en moins. En moins de ce qui était prévu au niveau national. 15% en moins. Donc mais il faut regarder où ça se passe. Oui, peut-être, mais ça prouve que le logement est en crise. Oui, ça je vous l'ai dit au départ. Oui, non, mais on est bien d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va perdre 150 000 emplois dans le logement, dans le logement, dans la construction. Pour les entreprises qui... On est bien d'accord, 150 000 emplois à peu près, c'est ce qui est chiffré, j'ai vu. Donc on est là pour l'éviter. C'est plus un métier en tension, on est bien d'accord. Le logement social, combien de constructions de logements sociaux en 2023? Pareil, on doit être aux alentours de 95 000 en perspective, au lieu de 135 000. Oui, à peu près ça, un peu plus. Ouais. C'est quand même dommage, non? Oui, bien sûr. C'est catastrophique. Bien sûr. C'est catastrophique. Catastrophique, c'est un grand mot, mais en tout cas... c'est un grand mot. Est-ce que vous avez vu le nombre de demandes de logements sociaux en forte augmentation? C'est en hausse. C'est pas un grand mot. Non, mais il faut c'est la réalité. Oui, si vous voulez, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir amortir le choc et relancer la production de logements sociaux. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité. C'est pas de trouver les mots. C'est d'essayer de répondre par des actes. Et donc, effectivement, regardez, la semaine prochaine, c'est le congrès de l'Union des HLM. Et donc je serai présent et j'échangerai avec les HLM sur les solutions pour essayer d'améliorer la situation. Je suis là depuis 2 mois. Quelle solution? D'abord, il faut regarder avec les bailleurs comment on relance la construction. Ça, c'est clair. On ne peut pas continuer à avoir cette construction-là, et notamment dans un certain nombre de territoires. Regardez, je parlais de l'Île-de-France tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'Île-de-France. Il y a d'ailleurs des régions où ça se passe plutôt bien. Les Hauts-de-France, ma région aujourd'hui, on atteint les objectifs en matière de production de logement social. Comme quoi, c'est pas une fatalité. Il y a des territoires qui réussissent. Donc on peut peut-être réussir dans d'autres territoires. Donc on va essayer de discuter avec les bailleurs sociaux et trouver les solutions financières, réglementaires, mais aussi de management. Je vous donne qu'un exemple.
Une partie de la demande de logement social que vous avez évoquée vient du logement social lui-même, c'est-à-dire la question de la mobilité. Mais moi, j'aimerais discuter avec les bailleurs sociaux pour encourager la mobilité à l'intérieur du parc. Parce que ça permettrait déjà à un certain nombre de ménages d'avoir des logements adaptés à la taille. Quand on a un enfant, on doit pouvoir avoir un logement plus On grand. n'a pas toujours le même logement social à vie. Exactement. Et donc, ça veut dire mobilité à l'intérieur du parc. Eh bien, peut-être qu'on peut améliorer aussi les choses, là. Bien. Logement de meublé de tourisme en zone tendue, est-ce que la fiscalité va changer ? Alors c'est un débat qui est actuellement dans le projet de loi de finances. Il y aura un débat sur la question de l'abattement. Il y est le débat. Oui, il y est le débat. Et donc là-dessus, j'ai envie de dire... Est-ce qu'il faut une fiscalité plus avantageuse pour les locations classiques ? Oui, en tout cas, il faut en tout cas plutôt privilégier la location classique ou au moins aligner meublé et non meublé. Donc, aligner la fiscalité sur le non meublé et le meublé. Je pense qu'à terme, on y va. Est-ce qu'on y va dès 2024 ? J'en sais rien. Mais attendez, je voudrais préciser quelque chose. Mais vous êtes favorable à cela ? Moi, j'y suis favorable. Mais juste une petite précision, si vous permettez. Allez-y. La fiscalité, attention, ne va pas forcément changer le problème. Oui. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, si vous prenez un meublé touristique, au lieu d'un meublé, vous avez parfois une rentabilité qui est beaucoup plus forte. Et donc, c'est pas parce qu'on va changer la fiscalité qu'on va forcément changer le problème. Derrière, il faut penser régulation par les collectivités locales. Aujourd'hui, on a déjà permis des choses. Vous savez qu'il existe le système de la compensation. Quand vous transformez une location nue, c'est-à-dire un non meublé, en un meublé touristique, vous devez le déclarer et surtout justifier que vous compensiez, c'est-à-dire qu'il y a une résidence principale qui se crée. C'est pas suffisant. La compensation, c'est pas suffisant pour réguler. Il faut donner d'autres outils aux collectivités locales pour maîtriser le développement des meublés touristiques. Et donc, avec Anaïg Le Maire, par exemple, il y a une proposition de loi qui est prévue pour justement donner aux collectivités locales, des outils qui permettent de davantage réguler ce marché. Il faut réguler, il faut réglementer. Quel outil ? Eh ben, on est en train d'y réfléchir, justement. Saint-Malo, par exemple, a proposé des quotas. Des quotas de meublés touristiques. Voilà. Moi, je suis pas sûr. Dans une commune, des quotas de meublés touristiques. C'est Saint-Malo. Vous êtes favorable ? Le fait aujourd'hui. Vous êtes favorable ? C'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Ça se discute. En tout cas, ça mérite d'être examiné et d'analyser. Si c'est pas des quotas, il faut qu'on trouve d'autres outils qui permettront aux collectivités de dire à ce moment-là, stop, les meublés touristiques. On donne les moyens aux collectivités de maîtriser leur marché locatif. Exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est plus important même. Bien sûr. Que la question de la fiscalité. Mais j'ai compris. Passoire thermique. Oui. Patrice Vergrit. Alors, passoire thermique interdite à la location, on est bien d'accord ? Non, pas encore, pas tout de suite, mais ça va être. On peut en parler. Ça va être interdit à la location. Alors aujourd'hui, la loi climat-résilience prévoit à la fin de la location pour c'est compliqué, hein. Franchement, un logement... C'est pas compliqué. Interdit à la location léger. En 2025, léger. 6,8% des logements. 673 000. En 2028, les F. 673 000 G. Dans le parc privé locatif, aujourd'hui, 673 000. En 2028, F, c'est quoi ? C'est 900 000 à peu près. Oui. Et en 2034, les logements E. Oui, là on est loin là. Oui. Mais alors, ça c'est pour la location, effectivement. Oui. Alors, la question c'est comment on va pouvoir accompagner les G. Donc je vous ai dit, 673 000 logements locatifs privés aujourd'hui sont concernés par cette interdiction. Un peu moins de 200 000 logements sociaux, on va les accompagner, les bailleurs sociaux. Mais il faut qu'on accompagne, effectivement, vous avez vu, le président de la République a annoncé hier un certain nombre de mesures pour encourager MaPrimeRénov'. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. L'idée c'est d'aider, effectivement, de tenir sur les objectifs de transition écologique. Il y a 673 000 logements en jeu d'ici 2025. On est en train de regarder si passer en F nécessite de gros travaux, si ça percute pas effectivement des travaux ultérieurs. Donc on doit essayer d'accompagner ces propriétaires pour qu'ils puissent continuer à louer et avec des logements en F. Oui, accompagner les propriétaires, ça veut dire quoi ? Les aider ? Les aider financièrement, les accompagner, bien sûr. À rénover. Vous avez vu les annonces effectivement du Conseil d'interdiction à la vente. Mais non, alors ça c'est un truc. Mais quoi ? J'ai lu ça. Moi j'ai lu ça aussi, oui. Mais jamais il en a été question. C'est parfois, depuis que je suis ministre du Logement, je découvre parfois des trucs sur les réseaux sociaux, des débats. Il n'a jamais été question, je vous le dis les yeux dans les yeux, il n'a jamais été question de vendre, d'interdire à la vente, les logements F et G. Mais au contraire, il faut encourager les mutations. Parce que très souvent, ça permet, au moment de la mutation est un très bon moment pour faire des travaux de rénovation énergétique. Au moment où vous achetez un bien, vous faites les travaux. Donc au contraire, presque ces logements, plus ils vont être vendus, plus on aura de chances de les transformer. Peut-être qu'on pourrait exiger du propriétaire d'un logement G
je sais pas, un devis de travaux avant de pouvoir mettre en vente son logement. Alors, il y a des choses qu'on est en train d'intégrer. On est en train d'intégrer la question du diagnostic de performance énergétique au moment de la vente. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est-à-dire qu'il ne peut pas vendre s'il n'a pas envisagé de réaliser les travaux. Oui, ou intégrer dans le prix de vente. Voilà, dans le prix de vente. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout, est-ce qu'on va convaincre les propriétaires de faire les travaux? C'est ça qui m'intéresse. Vous avez entendu hier les annonces, Conseil de planification écologique, elles sont importantes quand même. Je voudrais y revenir. Oui. MaPrimeRénov'... Le président de la République n'a pas parlé de logement, pratiquement pas. Ah bah si, j'y étais. J'étais à côté de lui. Pas grand-chose. Ah si. Oui, mais je vais reprendre justement ce qu'il a dit précisément. Ah si. Alors allez-y. Voilà, je vais reprendre ce qu'il a dit précisément hier au Conseil de planification écologique sur le logement. Et vous allez voir qu'il y a des mesures très concrètes et très fortes. Oui. Alors allez-y. Alors, MaPrimeRénov', globalement, a été un succès. Depuis 2020, c'est 1,5 million. Mais ça a plutôt servi à du changement de chaudière. Oui. Voilà, ça a été la majorité des cas. Ça a initié une démarche, en fait, en réalité. Aujourd'hui, il faut accélérer. Il faut accélérer parce qu'il faut s'attaquer à l'isolation des logements. Pas simplement le changement de chaudière, il faut l'isolation des logements. Pourquoi c'est important d'isoler aussi et pas simplement changer la chaudière? D'abord parce que si demain on va aller jusqu'au bout de la décarbonation, c'est de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur sur des logements G, c'est très compliqué. Ça n'a pas de rendement, c'est très compliqué. Donc il faut isoler. Et puis deuxièmement, en passant par exemple tous les G en F, simplement tous les G en F, vous économisez 2 réacteurs nucléaires. 2 réacteurs nucléaires, c'est l'équivalent d'un EPR. Le G en F. Vous voyez l'enjeu en termes de production d'électricité. Bien sûr, je vois l'enjeu. Alors qu'est-ce qu'on a annoncé? Qu'est-ce que vous allez faire avec la MaPrimeRénov' alors? MaPrimeRénov', l'idée c'est de renforcer toute la dimension rénovation globale. Comment on va le faire? D'abord avec plus d'aide. Et notamment renforcer l'aide aux très modestes. Jusqu'à présent, on était entre à peu près maximum 60% d'aide sur les travaux. On va passer en 2024 à 90% pour les ménages très modestes. Vous vous rendez compte? 90% d'aide publique pour les ménages très modestes pour rénover la rénovation globale, c'est-à-dire gagner par exemple de G en E ou de F en D. Quand vous gagnez 2 lettres, j'ai envie de dire, dans le diagnostic de performance énergétique, vous serez aidé jusqu'à 90% pour les ménages très modestes. C'est très important. Et par ailleurs, parce que l'aide, c'est une chose. De l'autre côté, il faut accompagner. C'est compliqué. Isoler un logement, c'est compliqué. Et donc, il y aura des dispositifs en lien avec les collectivités locales qui permettront d'être accompagnés par ce qu'on appelle un Mon Accompagnateur Rénov', donc des diagnostiqueurs qui viendront chez vous, qui vous accompagneront les travaux qu'il faut faire avec l'entreprise, parce que tout ça, c'est complexe. Qui vous guideront. Et qui vous guideront, et même des gens qui vous aideront à monter le dossier administratif. Donc là, on a un dispositif, j'ai envie de dire, MaPrimeRénov', pour des rénovations globales, qui va s'amplifier en 2024. Et ça, c'est des annonces concrètes du président de la République hier. Oui, bien. Chaudière à gaz, donc on pousse évidemment à l'installation de pompes à chaleur. Simplement, est-ce que le taux de TVA pour l'installation de chaudière à gaz va passer de 5,5 à 20%? C'est une hypothèse. Aujourd'hui, non, c'est une hypothèse ou c'est... Non, mais je vous explique. Oui. Non, mais... le président de la République l'a dit. Pas d'interdiction des chaudières à gaz. Très bien. Non, pas d'interdiction, on est d'accord. Mais bon, il faut quand même inciter. Ben oui. Il faut quand même inciter. Donc, effectivement, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est peut-être effectivement remonter la TVA sur les chaudières à gaz. Donc ceux qui vont acheter des chaudières à gaz, pas ceux qui l'ont déjà, mais ceux qui vont acheter une chaudière à gaz maintenant, effectivement, relèvement de la TVA, c'est une hypothèse. Et puis, en échange, renforcement des aides à tous les dispositifs décarbonés, donc notamment les pompes à chaleur. Donc l'idée, c'est de dire, pas d'interdiction, mais celui maintenant qui sait que les chaudières à gaz, quand même, à un moment donné, il faudra arrêter. Donc, peut-être maintenant, il faut inciter à autre chose que de la chaudière à gaz. Pour ceux qui s'équipent maintenant, pour l'avenir, ceux qui ont déjà de chaudière à gaz, il n'y a pas d'impact. Mais l'idée, c'est peut-être pour l'avenir d'inciter davantage la population. Et l'incitation, ça peut passer effectivement par le fiscal. Donc ça peut être une hypothèse qui est sur la table. Mais de toute façon, il y aura une incitation à ne plus acheter de chaudière à gaz à l'avenir, et peut-être aller vers la pompe à chaleur, ce qui est logique. C'est une hypothèse qui est bien avancée. Voilà. Patrice Vergrit, d'après mes informations. Oui, c'est une hypothèse qui est bien avancée, c'est-à-dire on va passer à 20%, quoi. Disons clairement les choses. C'est un peu de temps à l'arbitrage. Oui, non, mais l'arbitrage, c'est demain. Des incitations. La loi de finances. Des incitations. Achat de chaudière à gaz, incitation parallèle à des pompes à chaleur et des systèmes décarbonés. C'est clair.
J'ai 2 questions pour terminer. La hausse de la taxe foncière. Oui. Alors, ça a fait du bruit. Quand vous avez votre taxe foncière qui augmente, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement, c'est votre commune qui décide. Et c'est un scandale quand j'entends des élus qui osent dire que c'est la faute du gouvernement. C'est ce qu'a dit le président de la République, Emmanuel Macron, dimanche soir. Et il a raison. C'est Mais vrai, il a raison, je suis mais- maire. Oui. Je suis maire, Non, j'ai pas augmenté ma taxe foncière. Non, mais je suis d'accord. Si, elle a augmenté. Ah non, c'est les bases, ça c'est autre chose. Ah, C'est- bah oui. Ah, mais ça n'a rien à voir avec Elle a l'État. augmenté de 7,1% Non, mais- minimum. Ah oui, mais ça c'est les bases. C'est les bases, Oui, c'est-à-dire c'est la les bases valeur de calcul. locative. C'est la valeur locative. C'est la valeur locative. Mais donc, on ne peut pas dire que ça n'augmente pas. Ah ouais, non, mais il faut bien que les collectivités aient aussi des recettes qui soient indexées. Oui. Donc il y a une indexation. Votre loyer, il augmente Oui. aussi. D'ailleurs, on l'a limité à 3,5. Oui. Voilà. Oui. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui sont indexées. Le SMIC est indexé. Il a progressé de 11% le SMIC en un an. Donc il y a des choses qui sont indexées. Les collectivités locales doivent aussi avoir des recettes. Il est normal qu'il y ait une indexation. Cette indexation, c'est pas le gouvernement qui l'a décidé. Ça existe. C'est comme ça. Elle est là. Après, la question, c'est au-delà de l'indexation. Eh ben, au-delà de l'indexation, c'est le choix des communes. Moi, j'ai pas augmenté ma taxe foncière en tant que maire. 85% des maires ne l'ont pas augmenté, Bah d'ailleurs, oui. la taxe foncière. Et 15% l'ont Donc, augmenté. Donc, allez parler aux maires qui l'ont augmenté. Moi, j'ai choisi de pas augmenter. Alors, je comprends les maires qui l'ont augmenté. Parce que, effectivement, il y a des charges. J'étais maire, j'ai vu les charges. Mais après, il faut faire des choix politiques. Voilà. Bien. La taxe d'habitation majorée pour les résidences secondaires ou Oui. pas? Oui. Oui, ben, pour 2200 communes supplémentaires. Encore une fois, je reviens à cette idée de élargir ces zones en tension et donner aux Majoré collectivités de combien? locales. Non, mais pour moi, Oui, c'est les aux collectivités qui locales. décident. Voilà. Mais C'est c'est donner donner- la possibilité aux collectivités locales de majorer la taxe d'habitation C'est mon cap. C'est mon Oui. cap en plus. C'est-à-dire pour les je résidences secondaires. Jean-Jacques Bourdin, juste une minute. Oui. Je pense que à l'avenir, il faut donner plus d'outils aux collectivités locales pour s'adapter à la réalité de leur territoire. Oui. Il y a des territoires où il y a un problème parce que les résidences secondaires deviennent trop nombreuses et prennent quelque part les logements de ceux qui sont en résidence permanente. Il y a des territoires au contraire avec des logements vacants où il ne faut pas réguler. Eh bien, soyons un peu intelligents et donnons aux collectivités locales les outils qui permettent de s'adapter à la réalité de leur territoire. Et moi, je veux aller dans cette direction-là. Alors j'ai une dernière question, et ça concerne beaucoup de Français qui nous écoutent, ce sont les assurances habitation. Oui. Ça va augmenter. Ça va augmenter en 2024. J'ai vu les chiffres, les primes. Plus 6% en 2024. Là, vous ne pouvez rien faire. Non, mais je vais regarder parce que effectivement, oui. je me suis pas encore penché sur cette question regardez. depuis 2 mois et je vais regarder avec attention. Plus 6% annoncent les compagnies d'assurance en moyenne. D'accord. Et l'explication qu'il donne, c'est l'indexation aussi, j'imagine. Oui, c'est l'indexation, c'est, je sais pas, moi, les sinistres, le nombre de... Je ne sais pas quelles sont les explications. Mais je regarderai. Moi, je regarde le chiffre. Je regarderai. Mais regardez. Je regarderai. Merci, Patrice Vergrit. Il est 8h56.